Et petit bonus cette semaine sur Dunk Hebdo, puisqu'on avait envie d'en parler. Effectivement, vous avez probablement écouté le pod de cette semaine. On faisait des observations au bout de 20 matchs. Et puis, on peut pas s'empêcher, même si, voilà, nous sommes membres d'un podcast. Nous sommes aussi, pour la plupart, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais supporters d'équipes en NBA. Et parfois, on a envie de parler de nos équipes. On en parle d'ailleurs aussi entre nous dans la conversation Dunk Hebdo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on échange entre nous, entre les podcasts, évidemment. Donc, nous sommes toujours à 3 avec Tom et Amine. Et écoute, Tom, on va commencer par toi. Tu avais envie de parler de tes Grizzlies sur ces 20 premiers matchs, sur ce qui va se passer dans les 20 prochains notamment. Comment ça se passe Quelle est l'ambiance du côté de Memphis? Pour l'instant, on va dire que l'équipe maintient sa tête hors de l'eau, plutôt bien. C'est vrai que encore une fois, l'effectif souffre de ne jamais avoir pu être au complet, puisque au début de saison, l'équipe avait une flamboyante attaque, notamment sur demi-terrain, et une défense vraiment moyenne moins, avec l'absence de Jaren Jackson Jr. Et puis depuis qu'il est revenu, Desmond Bane, lui, est blessé, et du coup l'équipe a une attaque très très moyenne, pour pas dire faible, et qui a une défense qui est un peu meilleure avec la rotation. Donc on attend que tous ces éléments-là se recombinent pour enfin avoir une équipe au complet. Sinon, de point de vue rookie, par exemple, les rookies commencent à être intégrés. Alors il y a David Roddy qui joue pas mal puisqu'il est sur un poste de forward et il n'y a pas beaucoup de profondeur à ce poste-là. Il y a Jake LaRavia qui est un peu blessé là depuis quelques matchs, mais qui a flashé pas mal de choses, notamment au shoot. C'est une vraie gâchette. Donc, à voir comment ils vont pouvoir être intégrés. Des choses qui ont pu faire aussi débat dans la sphère Twitter du côté des Grizzlies, c'était aussi le départ de D'Anthony Melton et de Kyle Anderson, qui étaient non seulement des porte-drapeaux, des porte-étendards du banc, mais qui étaient aussi ceux qui pouvaient générer le plus de chaos en fait en termes de playmaking défensif, que ce soit en transition, mais aussi que ce soit sur les interceptions, mais aussi sur les contres. Et en fait, quelque chose qui a exacerbé en fait le manque de ces joueurs en début de saison, c'est la blessure de Zaire Williams, qui du coup a forcé à donner de grosses minutes à John Konchar. Et en fait, simplement pour parler un peu de ça, on a souvent l'impression que le trade qui a été fait avec les Sixers, c'est en gros D'Anthony Melton contre le 23e choix de draft qui est devenu David Roddy. Mais en vrai, le trade de D'Anthony Melton, c'était du coup Danny Green qui est dans l'équation mais qui est blessé donc il ne joue pas, pour amener du shoot et de l'expérience, puisque en dehors de Steven Adams, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience dans ce roster. Et puis Danny Green, c'est un gars qui a été quand même champion à maintes et maintes fois avec des franchises différentes sur la dernière décennie. C'est du coup le 23e pick, et c'est aussi du temps de jeu pour Zaire Williams qui serait bloqué en fait dans la rotation de ces joueurs-là, qui était le 10e choix de draft de l'an dernier. Donc du coup, le fait que tous les joueurs, que Roddy en début de saison ne soient pas bons, qu'au final Melton soit remplacé par John Konchar de point de vue numérique, et que Zaire Williams soit blessé et ne joue pas, tous ces facteurs-là ont fait vraiment apparaître le manque d'un joueur comme D'Anthony Melton dans cette équipe-là, mais que en gros le trade c'est pas uniquement un contre un, il y a d'autres éléments qui jouent dans ce trade-là, mais que comme il y a pas mal de blessés, du coup les éléments n'ont pas pu être totalement réunis pour qu'on puisse vraiment voir une équipe de Memphis, en tout cas pleinement, à pleine possession de ses moyens. Ouais, mais finalement, moi, tu vois, je trouve que ça donne raison au choix de l'intersaison des Grizzlies. On en avait parlé du côté raisonnable des Grizzlies après une superbe saison dernière, assez surprenante. Comme on dit souvent, en avant sur le calendrier, ils ont décidé de pas griller les étapes, de pas faire un all-in à la New York, à la Atlanta d'une certaine façon, et de justement, comme tu dis, trouver des minutes pour leur rookie drafté top 10, essayer de voir de progresser doucement avec cet effectif qui, comme tu l'as dit, en plus est relativement jeune, à part Steven Adams, la moyenne jeune effectif de la ligue. Voilà, et puis ton cœur d'effectif doit être autour des 25-26 ans, quelque chose comme ça. À moins que ça même. Moins que ça. Oui, non, mais globalement, c'est moins que ça. Mais après, tu vois, as beaucoup de joueurs type Dillon Brooks, les Tyus Jones, les Brandon Clark, machin, ils ont 25-26 ans. Quoi, voilà, mais bref, moi je trouve que le tableau que t'as évoqué, alors d'un point de vue extérieur du coup, mais il donne raison aux Grizzlies sur leur stratégie en tout cas à
court moyen terme, on va dire ça comme ça, plutôt que voilà d'avoir voulu capitaliser. Ce qu'ils auraient pu faire, hein, franchement, ça se défendait, hein, de se dire ok, on est super fort, bon un peu comme ont voulu faire les Knicks. Voilà, donc finalement, même s'il y a des contretemps, il y a des blessures, on n'a pas encore pu voir voilà le plein potentiel de tout le monde, leur progression petit à petit. Finalement, tu n'as rien endommagé pour que ça arrive. Voilà, tu t'es gardé du temps, quoi, finalement. Amine, toi, les Grizzlies, ça t'évoque? Tu veux parler direct des Sixers? Mais vous avez tout dit, ouais. Comme disait Tom, le trade avec les Sixers, justement, j'en reviendrai parce que il y a pas beaucoup de satisfaction, mais d'Anthony Melton, ça en fait partie du côté des Sixers. Vous récupérez Danny Green et son contrat aussi. Donc ça te permet aussi d'avoir une flexibilité si c'est pas prévu que Danny Green puisse rejouer rapidement, monnaie d'échange, que ce soit une monnaie d'échange. Et puis s'il peut rejouer, moi je l'avais aux Sixers et c'est un joueur un peu particulier que quand tu le regardes, tu te demandes un peu ce qu'il est et tout, mais c'est toujours très intéressant d'avoir Danny Green en fait dans son roster. Ça t'apporte du shoot et de la défense correcte, même si c'est plus Danny Green ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Et donc moi je pense effectivement les Grizzlies ça a démarré un peu doucement, mais c'était un peu normal finalement. D'abord l'absence de Jaren Jackson, puis l'absence de Bane, ils ont jamais été totalement complets et ça s'est vu en fait. Bon, en parlant d'absence, parlons-en de tes Sixers. Alors avec Anthony Melton, mais avec notamment, sans James Harden par exemple, qui pourrait revenir là bientôt à l'heure où on enregistre ce petit bonus de podcast. Ouais, alors c'est intéressant. Moi, c'est surtout une question que je me pose avec les Sixers, c'est que ce qu'on a vu, c'est un très mauvais début de saison, avec notamment un Embiid qui était au tout début, qui était pas dedans, et un Harden qui avait très bien commencé, mais qui avant de se blesser déjà commençait à baisser un peu de régime, et c'était Maxi, donc c'était un peu chacun son tour. Et depuis en fait le moment où ils ont été blessés tous les trois en même temps, s'est passé un truc, c'est qu'on s'est trouvé défensivement. Actuellement, c'est la troisième équipe au defensive rating de la NBA, ce qui est assez surprenant, c'est-à-dire avec beaucoup de matchs quand même sans Joel Embiid. Et il y a eu des solutions qui ont été trouvées. Doc Rivers a fait quelques choix intéressants. Il a compris assez vite de moins faire jouer Montrezl, de faire jouer un peu plus Paul Reed, ce qui a permis d'avoir une rotation. Faut moins faire jouer Montrezl. Bah voilà. Je me permets. Mais disons que quand on a Doc Rivers depuis déjà 2 saisons, c'est déjà bien qu'ils s'en rendent compte au bout de 15 matchs en fait, parce que généralement DeAndre Jordan il a vu les playoffs jusqu'à la fin l'année dernière quasiment, hein. Donc voilà, et du coup avec des minutes de PJ Tucker en 5 aussi, il y a eu des choses intéressantes au niveau tactique. Maintenant disons que l'offensive rating c'est fait voir justement à l'absence de Harden, Maxi et Embiid, et ça a beaucoup baissé, et c'est plus compliqué. On a eu un très bon passage de Shake Milton dont j'attends la confirmation parce que j'ai l'impression qu'il est trop timide quand il est avec les stars en fait. Finalement, c'est peut-être ça son plus gros problème. Après, il avait évidemment moins d'usage, et on dirait qu'il a besoin d'avoir pas mal d'usage pour être intéressant en fait. Et du coup, quand il en a pas, il est vraiment pas du tout intéressant en réalité. Et du coup, il y a ces questions-là. Il y a la question de PJ Tucker qui ne met plus un shoot, n'en met plus un seul. Ses pourcentages sont cataclysmiques. Daniel House, qu'on attendait comme une bonne recrue, qui pour l'instant n'apporte pas grand-chose non plus, n'apporte pas ce qu'on attendait, ni de la défense ni du shoot. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses sur lesquelles on se pose des questions. Et moi, la plus grande question, donc c'est là où je voulais en venir, la plus grande question que je me posais, c'est avec le retour de Harden et Maxi sur les lignes arrière, est-ce qu'on va garder une aussi bonne défense? Ça, c'est évident que non. Mais est-ce que cette période, vous allez limiter la casse, quoi. Voilà, est-ce que cette période où on a joué sans eux et on a été très bon en défense, est-ce ça va permettre de limiter plus la casse que dans le début de saison? Ouais, bon, c'est la question. On va pas forcément la réponse, mais c'est vrai que forcément, tu vas être moins bon. La question, c'est voilà, est-ce que t'as trouvé quelque chose pour limiter les dommages quand ils sont là, qui être un peu plus, correct, mais déjà, moyen. Ça fait moins de minutes pour Melton, ne serait-ce que ça. Melton, il est super important dans ton système défensif. C'est un playmaker défensif. Franchement, j'avais déjà vu, je regardais un peu les Grizzlies l'année dernière et
mon amour pour le joueur, mais là, de le voir aussi souvent, c'est un régal en fait. C'est-à-dire que ce qu'on trouvait intéressant chez Mathis Tibulle, il le fait aussi, mais lui, il met la plupart de ses shoots et il prend un volume intéressant. Donc ça change tout en fait. Forcément, tu veux réagir, Tom, sur les Sixers, sur Melton peut-être ou après, ouais, les Sixers, en fait, je les ai vus, ils étaient à Memphis, il y a quelques jours. J'ai pu les voir, et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est l'apathie un peu au rebond défensif. On en avait déjà discuté, mais surtout que de voir que l'une des actions marquantes, c'est Jaren Jackson qui prend un rebond offensif sur la tête de Joel Embiid. Surtout que Jaren Jackson n'est pas forcément un joueur réputé, notamment pour son rebond. Et tu te dis, il y a quelque chose il y a un peu quelque chose qui est cassé. Après, comme tu dis, moi, j'ai trouvé intéressant, en fait, le passage sans vos deux playmakers, puisque ça a permis de mettre déjà en lumière, comme tu dis, Shake Milton, où tu sens vraiment que c'est un gars qui a besoin d'avoir en fait, c'est la cuisson au bain-marie. Tu vois, c'est pas, c'est le contraire. C'est un diesel, comme on dit. Voilà, le mec, il a besoin d'avoir du temps de jeu pour, tu vois, c'est pas quelqu'un qui va, sur 15 minutes, va te faire de grosses différences. T'as l'impression qu'il a vraiment besoin de savoir que, ok, ce soir, je vais jouer mes 30 minutes, j'aurai tant de possession, ok, il s'imprègne du rythme du jeu. C'est ça. Exactement. Et puis, Tobias Harris, par contre, je le trouve aussi intéressant, tu vois. Ouais. Où on pouvait le trouver un peu miscasté, tu vois, dans le rôle du 4e, voire 5e option. Enfin, quoique 4e, parce que c'est dur de faire plus bas en termes d'options dans la rotation que PJ Tucker. Mais ouais, tu vois, là je le trouve beaucoup plus en confiance. Je trouve qu'il apporte vraiment, en fait, limite il est freiné en fait chez vous. Tu vois, un peu et encore une fois, toi c'est le côté défensif qui t'inquiète un peu au retour de Darden et Maxi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment la notion de jeu de transition et de chaos. Ce qu'il y avait beaucoup avec Milton, tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui un peu moins va retomber sur un peu du jeu en demi-terrain, un peu, tu vois. Avec James Harden, tu peux pas faire autrement de toute manière. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu, mais en tout cas, ok, on peut critiquer Doc Rivers quand il a des effectifs ronflants et qui fait pas grand-chose. Par contre, là, quand il doit se passer de ses stars, on retrouve le Doc Rivers qui limite la casse, quoi. Le Doc Rivers qui a son poste en NBA, mais parfois, faut lui donner un peu de crédit. Ouais, c'est vrai. Bon, comme ça, c'est fait. Difficile. Par alternance, Amine. En plus, tu es jugé parti, donc là, c'est ça le compliqué. Voilà. Tom était plus objectif, de manière limitée, mais quand même relativement objectif pour ça. Pour terminer ce bonus, évidemment, de mon côté, je vais parler des Bulls. Alors, je veux juste adresser la grande problématique, les grands articles qu'on voit passer là ces derniers jours de la potentielle explosion de l'effectif des Bulls. Est-ce qu'il faudrait tout casser, rentrer dans la course à victoire qu'on avait évoquée? Alors déjà, on a beaucoup trop d'avance, beaucoup de retard plutôt dans la course, on va dire ça comme ça, sur les grands partis là, les Spurs, les Pistons, Magic, Rockets. Voilà, qui sont les équipes en tout bas de tableau. Mais c'est même pas là-dessus pour moi où le bas blesse, même si ça fait partie de la question. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà en termes de fenêtre, la notion qu'on évoque souvent dans le podcast. Je pense pas qu'en faisant tout exploser maintenant, les Bulls soient justement dans une, à un moment où t'es l'effectif qui va, les choix de pics qui vont aller, même en échangeant pour, je sais pas, les pics des Lakers ou des choses comme ça. C'est ce qu'on a vu passer à droite à gauche. Que tu te retrouves avec assez d'assets pour être vraiment compétitif à court terme. Donc l'intérêt est assez limité. Tu repars sur un cycle où tu vas être en galère pendant 4-5 ans. Donc déjà, bon, je préfère être middle encore pendant un temps et attendre peut-être la fenêtre d'après entre guillemets. Deuxième chose, ce serait un aveu de faiblesse terrible pour Karnizovas, je pense. En tout cas, le nouveau front office depuis qu'ils sont arrivés, de déjà dire ah non mais en fait tout ce qu'on a fait ça va pas, on fait table rase, on trade les stars qu'on a fait venir et même les jeunes joueurs qu'on a draftés, à commencer par Patrick Williams. Donc je les vois mal faire ça dès maintenant. Et ensuite, surtout, donc les arguments de cette saison, c'est que pour l'instant, la difficulté de calendrier des Bulls, c'était la deuxième plus difficile depuis le début de saison. Donc certes, les résultats sont pas terribles, il y a des matchs qui sont relativement honteux, mais il y a quand même quelques victoires encourageantes. On salue nos amis Celtics qu'on claque à chaque fois avec grand plaisir. Et les Bucks. Voilà. Et puis bon voilà, on a aussi cette alors, je sais pas jusqu'à quand, il va falloir qu'on en parle, mais il y a toujours cette absence de Lonzo Ball et voilà, et ça joue, cet effectif, il est meilleur quand il y a Lonzo Ball, quand notamment défensivement, on parlait là de playmaker défensif, quand on a et Caruso et Lonzo Ball
ça change tout pour la défense des Bulls. Et il a aussi un bon shooter parce que alors les Bulls sont les derniers en nombre de tirs à 3 points pris. Amine, je sais plus quelle équipe t'avais évoqué qui en prend très très peu. Les Pelicans, il me semble. Nous on est derniers, on n'est pas très efficace non plus, donc ça tombe bien. Mais par contre, quand on les met, quand on passe les 40%, on est à 5-0. Quand on est en dessous de 35, on est en négatif. Donc on a un problème de shooting. Il y a quelques problèmes dans cet effectif, mais je pense pas qu'on en soit à paniquer au bout de 20 matchs, même si on l'a dit là dans les podcasts récemment qu'au bout de 20 matchs, on commence à tirer quelques conclusions. On est en retard sur la course au play-off, play-in, mais on n'est pas si loin derrière pour un calendrier qui était compliqué. Bref, de mon côté, ça m'embêterait qu'il y ait cette explosion dès maintenant. Alors oui, peut-être que à la fin de cette saison, on tirera des conclusions, il y aura ce sera peut-être un échec globalement, mais je sais pas, j'ai encore envie de profiter de ce démarre de DeRozan qui est un joueur extraordinaire et de parier sur déjà Zach LaVine qui retrouve un niveau un peu plus proche du sien, même si j'en parlais dans le podcast cette semaine, on retrouvera jamais la totale explosivité de Zach LaVine, mais j'espère quand même qu'on retrouvera un peu plus fort que sur ce tout début de saison, et puis espérer que ça aille de mieux en mieux. Je sais pas est-ce que pour vous ce serait le bon move, ce serait tout exploser des Bulls ou pas? Moi j'ai pas l'impression, quoi. Clairement pas. Après, le truc avec les Bulls, c'est qu'ils ont signé pour ça l'an dernier. Quand ils ont fait les acquisitions de Vucevic, de comment ça s'appelle, de DeRozan, on a dit que globalement que Carlos Sauvage, potentiellement, c'est qu'il a une épée de Damoclès sur la tête et on lui dit, Coco, on doit faire les playoffs au moins 2 fois sur les 4 prochaines années. Et on doit remplir la salle aussi. Voilà, il faut remplir la salle et ça. Donc lui, il a pas cherché à construire un effectif pour gagner le titre. Il a essayé de construire un effectif pour être compétitif et avec ce qu'il avait en main pour être compétitif, il a fait quand même. L'an dernier, ils étaient en playoff. Alors oui. L'an dernier mi-saison, on est en haut de la ligue. Voilà, avant les blessures successives de Lonzo Ball, Caruso qui s'est pété à cause de Grayson Allen et ensuite Zach LaVine en fin de saison. Les Bulls, ils étaient quand même au placard avec un DeRozan qui marchait sur l'eau et qui était très très fort dans le clutch. Donc voilà, c'est comment dire, c'est un peu ça quand tu as un plafond entre guillemets qui est près de ton plancher. Parfois ça se joue à rien, quoi. Ça peut se jouer à rien, une blessure ou quelque chose comme ça et c'est ce qui se passe. Et après concernant la notion d'explosion de l'effectif, au final ça provient surtout d'Adrian Wojnarowski, qui avait fait un segment sur ESPN qui disait que, notamment par rapport à Russell Westbrook, que les Lakers avaient, et ça vient aussi d'un article de Jovan Buhr, en fait, de The Athletic, où il y avait un article qui disait que les Lakers et plusieurs autres équipes attendent ce qui se passe à Chicago. Ils surveillent la situation à Chicago pour voir si potentiellement DeMar DeRozan devenait disponible, Zach LaVine devenait disponible et Vucevic, voire Caruso devenait disponible. Donc ils attendent de voir, mais ça veut pas dire que c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils vont faire en fait. C'est ça. Ouais. C'est juste ça. Et juste, tu m'y fais penser, donc je le redis, l'histoire du clutch, c'est aussi ça. L'année dernière, quand on était dans le clutch, on était infernaux, notamment grâce à DeMar DeRozan qui marchait sur l'eau. Là, cette année, on a beaucoup plus de matchs accrochés, mais c'est le bonus, on a le droit, on se chie dessus dans le clutch. Donc, du coup, ça fonctionne pas. Donc voilà, effectivement, il y a plus de matchs accrochés, donc on pourrait le voir comme quelque chose de positif. Oui, on les perd. Bon, comme tu dis, des fois, la bascule, ça se joue à pas grand chose. Je sais pas si Amine, tu veux rajouter quelque chose pour la fin de ce bonus aussi. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, ça me paraît pas judicieux de tout faire exploser maintenant. J'avais même une question parce que j'ai pas tout suivi, je suis pas sûr, mais vous avez pas la main sur votre pick cette année-ci? Non. C'est ça le pire, non. Je comprends pas du tout l'intérêt. Il est protégé top 4. Voilà, il est protégé top 4. Il y en a qui disent il faudrait qu'on pète tout pour qu'on perde des matchs pour être sûr, mais on sera jamais top 4. En fait, tu peux pas en être sûr, justement, avec la nouvelle loterie qui est un peu plus équilibrée et tout, mais t'es encore moins sûr de l'être top 4, en fait. Donc, ça me paraît aberrant de partir en tanking maintenant. Limite, en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes pas non plus complètement largué, vous pouvez jouer les playoffs, la saison elle est encore longue, je vois pas pourquoi, je vois vraiment pas l'intérêt. À la limite, la question elle se pose un peu plus sur Vucevic, parce que disons que Vucevic, il était important pour vous à récupérer, parce que si vous faites pas Vucevic, vous faites jamais DeRozan derrière. Mais en soi, Vucevic, c'est pas le pivot parfait pour justement la construction des collectifs qu'il y a actuellement à Chicago.
et il pourrait y avoir une discussion sur lui. Mais sur DeRozan, pour moi, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Chicago doit rester compétitif. Le truc, c'est que si tu fais Vucevic, c'est un effet domino parce que tu perds une partie de ton spacing qui était que sur ton pivot parce qu'on a un problème sur les extérieurs. Bon, bref, voilà. C'est ça. Mais du coup, est-ce que la grosse déception, c'est pas du coup que Pat Williams est moins bon que ce que on attend en fait en vrai? Parce que tu vois, il avait un rôle, je vais pas dire un rôle à la Scottie Barnes, mais si par exemple il avait un rôle à la OG d'il y a 1 ou 2 ans, tu vois, peut-être que ça changerait totalement les choses pour vous en fait. Totalement. Là, tu vas voir dans la fanbase des Bulls, tu as les partisans, ceux qui sont encore dans le train et ceux qui commencent à en avoir marre. Et puis ça varie avec les performances ou des fois. T'es resté dans le train, toi, du coup? En fait, le truc, c'est que là, je suis dans une position, personnellement, là, vraiment, juste, c'est totalement subjectif de patience. Ce début de saison, ça tourne pas en notre faveur, mais j'ai pas envie là, il y a quand même, alors c'est toujours, il y a toujours plus de bas que de hauts pour l'instant pour Patrick Williams, mais les hauts sont de plus en plus rapprochés. Donc, je me dis qu'avec un peu de chance, ça peut continuer. Alors après, oui, au bout d'un moment, il faudra prendre une décision, mais il a 21 ans. Alors oui, je sais, ça commence à faire un moment qu'on le voit, mais 21 ans, il a raté pas mal de matchs en début de carrière avec blessure. Voilà, contre les Celtics, il a pris confiance, il allait prendre ses mid-range. Bon, il y a le fameux cross sur Tatum, mais ça illustre, si on veut, tout ça, mais il a été globalement plus agressif. Donc il pourrait devenir ça, mais c'est vraiment sur la réussite à 3 points et le fait de les prendre aussi, parce que c'est ça, Vucevic, c'est qu'il les prend les 3 points. Donc au moins ça ouvre un petit peu l'attaque, parce que sinon on a aussi des gens qui sont assez timides. Caruso est pas un excellent shooter, tu peux pas compter ni sur Javonte Green. Voilà, là il y a Kobe White qui revient, qui est un peu plus, qui peut prendre des grands coups de chaud, mais quand il est pas là, du coup tu fais comment? Bref, la problématique elle est autour du spacing. Mais voilà, non, pas de panique non plus sur Patrick Williams. Moi je suis encore là quelque part dans le wagon, tranquillement assis quoi, avec mon journal. Avec les jeunes, on attend toujours avec les jeunes de sa propre franchise. C'est difficile de quitter le bus. Hein. Les abandonner, ouais. C'est ça. Moi, par exemple, j'ai quitté le bus Matisse-Tibul, mais s'il me fait un match où il va tenter, je dis même pas il va mettre 2 sur 7, il va tenter 7 3 points, je vais peut-être repartir un petit peu dans le bus, tu vois. Voilà. Très bien, ça conclura ce bonus là qu'on fasse pas trop long sur effectivement voilà, un peu plus subjectif, vous voyez aussi nos côtés un peu plus fans de nos équipes, des fois on a du mal. On essaye dans le podcast des fois de sortir de notre point de vue à nous pour essayer d'être plus objectif, mais parfois voilà, il y a des choses, il y a l'espoir du fan, les déceptions aussi des fans, des inquiétudes qui peuvent arriver. Donc voilà, c'était un petit bonus qu'on a voulu faire cette semaine, on espère que ça vous plaira et puis on verra si on pourra réitérer l'expérience. Ça vous va? Très bien. Ouais. Allez, on fait comme ça. Salut. Salut. Surprise.